Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM. À la une ce samedi soir, il aura finalement eu raison d'être confiant. Maître Augustin Senghor empile à la tête de la Fédération sénégalaise de football pour un 4e mandat de 4 ans. Il a remporté l'élection dès le premier tour en obtenant 326 voix contre 123 pour Madi Touré. Le premier tigre de Fass en est allé. Mbaye Gueye est décédé à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. L'ancien lutteur, connu pour sa bravoure, a révolutionné ce sport en étant le premier à empocher un cachet d'1 million de francs CFA. À la une également, Souleymane Teliko quitte la présidence de l'Union des magistrats du Sénégal avec un sentiment de devoir accompli. Le magistrat a salué les avancées notées malgré des textes désuets. Il a par ailleurs rendu hommage à ses camarades au cours de l'Assemblée générale de l'Union. Et puis cette alerte du directeur de l'hôpital d'Alal Jam, une dizaine de femmes en état de grossesse avancée ont dû être opérées avant terme. Ces femmes enceintes infectées présentaient des risques élevés. Malheureusement, une patiente et son bébé n'ont pas pu être sauvés. Bienvenue à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Maître Augustin Senghor, réélu à la tête de la Fédération sénégalaise de football sans grosse surprise. Il totalise 326 voix contre 123 pour Madi Touré. Le vote s'est déroulé dans le calme et en toute transparence au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio où nous retrouvons Mame Fatou Ndoye. Bonsoir Mame Fatou. Bonsoir, effectivement, nous vous retrouvons depuis le CICAD, ici où vient de se dérouler l'élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Évidemment, il y avait de l'enjeu du fait donc, de l'intérêt porté à cette élection, notamment par l'opinion publique sénégalaise. Mais il faut dire qu'au sortir donc, du décompte, Augustin Senghor a largement remporté ce scrutin. Il y avait 453 votants, 4 bulletins nuls, 326 voix au final pour Augustin Senghor, 123 voix pour Madi Touré. Et donc Augustin Senghor élu avec donc 2/3 des voix. Il fallait 299 voix pour passer au premier tour. À l'issue de cette élection qui s'est déroulée dans le calme, les deux candidats se sont retrouvés pour se congratuler et évidemment montrer une belle image du football sénégalais. Voici la réaction de Madi Touré, challenger de Augustin Senghor pour cette élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Remercier surtout le peuple sénégalais. Et aujourd'hui, je suis plus motivé qu'avant et qu'aujourd'hui je suis comblé de cette élection. En 2013, j'avais 40 voix et aujourd'hui j'ai 123 voix. Cela prouve que j'ai fait une bonne campagne, j'ai présenté un programme réaliste et réalisable, mais c'est Dieu qui a décidé autrement et je l'accepte. Je peux que souhaiter bonne chance à l'équipe dirigeante de la Fédération sénégalaise de football. Je pense que l'heure n'est pas actuelle de dire que je vais travailler avec Maître Augustin Senghor. Il me l'a proposé. Moi, je suis un homme de principe. Tout dépendra des conditions qui vont m'être proposées. Mais d'emblée, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, ce n'est pas à ma modeste personne. Ce que je souhaite, c'est d'avoir une bonne organisation pour notre football. S'il y a une bonne organisation dans notre football, il n'y a pas que des raisons que je ne puisse pas rejoindre la fédération. Lundi, il faudra passer au travail. Évidemment, tous les yeux sont désormais rivés sur le football. Comme on le disait, avec tout cet engouement, il y a un programme proposé par celui qui incarne le consensus. Lui également s'est prononcé à l'issue de cette élection. Nous l'écoutons, Maître Augustin Senghor. Je le dis toujours, c'est en écoutant les critiques. Bien entendu, il y en a qui ne sont pas fondés, il faut les jeter un peu à la poubelle, que nous pouvons progresser. Et je vous dis aujourd'hui que nous sommes prêts, pendant ce mandat-là, à vous écouter, à prendre ce qui est bon. Et n'hésitez pas, chaque fois que de besoin, à nous dire ce qui ne marche pas, mais en toute objectivité. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous pour de grosses échéances, notamment pour le football sénégalais, dès janvier, avec cette CAN qui se déroulera au Cameroun. Mame Fatou Ndoye, depuis le CICAD.
Merci beaucoup, Mamfatou Ndoye. Maître Augustin Senghor, politique, dirigeant sportif à la tête de la Fédération sénégalaise de football depuis 12 ans et il en a encore pour 4 ans. Un homme aux multiples casquettes, maire de Gorée, vice-président de la CAF qui a su bénéficier de la confiance de ses pairs. Son portrait est signé à Abib Faye. Et de 4 pour Augustin Emmanuel Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football. À 56 ans, il est réélu pour un 4e mandat de 4 ans. Avocat de profession, Maître Augustin Senghor, c'est plus de 30 ans au service de la communauté et du mouvement associatif et sportif. Pratiquant, amateur de natation, d'athlétisme et de basket, il se reconvertit dès 1993 comme dirigeant de l'ASC Koumba Castel de Gorée, son lieu de résidence. Il gravite très vite les échelons dans le milieu sportif. Maître Augustin Senghor est élu président de l'US Gorée en 2002, puis intègre le comité de normalisation du football en 2008. Maire de Gorée, parallèlement, il accède à la tête de la Fédération sénégalaise de football en août 2009. Également membre de la Confédération africaine de football depuis cette année. Augustin mène aux destinées du football sénégalais. Sous son magistère, il est noté une régularité dans la participation des Lions à la CAN, dont il joue la finale en 2019. Les sélections juniors et cadets qui retrouvent les compétitions continentales et mondiales. Empêche que le Sénégal enchaîne les sacres. Toutefois, le football local tarde à décoller. Néanmoins, il garde la confiance des clubs. Après 12 ans de règne, celui qui est premier vice-président de la CAF rempile pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'instance fédérale. Une réélection avec 326 voix obtenues malgré une pétition contre sa candidature et l'adversité de son challenger, Madi Touré. Maître Augustin Senghor a doublé pour une synergie des actions inclusives des acteurs du football, cristallise les attentes, entre autres, un triomphe continental, une autonomie financière. Cette note triste en sport lutte avec le décès de Mbaye Gueye, le premier tigre de Fass. Lutteur populaire grâce à sa bravoure, il fut également le premier lutteur à empocher un cachet d'1 million de francs CFA. Parti à 75 ans des suites d'une longue maladie, il aura marqué la lutte sénégalaise par son talent et ses analyses. Chersad Boudjaba. Mbaye Gueye finalement terrassé par une longue maladie. L'ancien lutteur de l'écurie de Fass, entraîneur, consultant, est décédé à l'âge de 75 ans. Celui qui est surnommé le Tigre de Fass, grâce à sa bravoure, démontrée tout au long de sa carrière, laisse une trace indélébile dans la lutte sénégalaise. C'est le fondateur mythique de l'écurie Fass qui est parti à jamais. Donc Mbaye Gueye, il a marqué l'histoire de la lutte sénégalaise. Mbaye Gueye, il a affronté tous ces grands champions. Mbaye Gueye, il a affronté les Pape Kane, les Boy Bambara, les Moussa Diamé, entre autres. Donc c'est ce grand champion qui est parti en laissant, il va laisser un vide, un grand vide derrière lui, parce que l'écurie Fass, si on dit Fass, c'est d'abord Mbaye Gueye. C'est Mbaye Gueye qui a fondé l'écurie Fass dans les années 70. C'est Mbaye Gueye qui a amené la lutte au sommet. Si beaucoup de gens aujourd'hui ont aimé la lutte, c'est grâce à Mbaye Gueye, qui était un lutteur courageux, qui était un lutteur légendaire, aimé par tout le monde par son courage. Mbaye Gueye, lutteur téméraire, athlète racé et populaire, a grandement contribué à l'évolution de la lutte sénégalaise. Si aujourd'hui les cachets des lutteurs ont atteint des centaines de millions, c'est Mbaye Gueye le précurseur. C'est Mbaye Gueye qui fut le premier à percevoir un cachet d'1 million, je pense, contre Pape Kane. Donc c'est ce lutteur légendaire qui est parti à jamais. Il va manquer la lutte sénégalaise parce que c'est un monument, et je pense que les Moussa Gningue, les Tafa Gueye, les Gris Bordeaux, les Momar Ndiaye seront orphelins d'un lutteur aussi courageux. Et il sera très rare de voir un lutteur aussi charismatique que Mbaye Gueye. Un champion est parti à jamais, un baobab s'est affaissé. Le monde de la lutte endeuillé s'est levé comme un seul homme pour accompagner le Tigre de Fass à sa dernière demeure. Mbaye Gueye a été inhumé au cimetière de Touba.
Merci beaucoup, cher Sad Boudjara, pour ces souvenirs. Ndiaye PAI, un surnom que les auditeurs de toutes les radios ou presque connaissent. Ndiaga Ndiaye, de son vrai nom, est décédé ce samedi. Cet homme, rendu célèbre par ses participations aux émissions interactives des radios, était membre du Parti démocratique sénégalais Ndiaye PAI, que vous voyez sur cette image. Après 2 mandats de 2 ans à la tête de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko va laisser sa place à un autre. Le président sortant a insisté sur les avancées notées en faveur des magistrats, même si les textes n'ont pas changé. Souleymane Teliko estime que le Sénégal a d'excellents magistrats et que la justice est loin d'être indépendante. Un discours de revoir tenu lors de l'Assemblée générale de l'UMS. Souleymane Teliko, que nous écoutons au micro de Pafaragning et Amadouba. Oui, en fait, l'indépendance est une quête perpétuelle. On ne peut pas dire qu'il n'y a... On ne peut pas être dans le nihilisme. Parce qu'effectivement, il y a eu quelques avancées dans la pratique. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancées dans les textes. Mais dans la pratique, comme je l'ai dit dans mon discours, il y a eu quelques avancées. Il y a eu la régularisation de la situation des magistrats qui étaient en intérim. Il y a eu également un début d'objectivation des mesures de nomination, puisque beaucoup de magistrats qui étaient marginalisés, qui étaient restés longtemps sans avoir été nommés, ont pu être nommés grâce à l'application d'un critère plus ou moins objectif. Donc ça, dans la pratique, on peut considérer qu'il y a quand même des balbutiements. Mais ce qui est évident, c'est que le fond de notre réforme, qui consiste à dépouiller les prérogatives de l'exécutif, à réduire les prérogatives de l'exécutif pour renforcer l'institution judiciaire, on peut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu réel changement. Ouvrons la page santé à ce stade du journal. Pour la journée d'hier, la situation épidémiologique reste critique. 10 nouveaux décès enregistrés avec 65 patients dans un état grave. Sur les 4050 tests réalisés, 648 sont positifs, soit un taux de positivité de 16%. Et parmi les personnes infectées ces dernières semaines, des femmes enceintes, une dizaine ont dû subir une césarienne avant terme à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Malheureusement, la structure déplore la perte d'une maman et d'un nouveau-né. Le directeur appelle au dépistage précoce pour éviter les complications. Moussa Samdaf, que je vous propose d'écouter. Il y a également, ces derniers jours, on a constaté beaucoup de femmes enceintes à 28 ou à 32 semaines atteintes de Covid et pour lesquelles il faut faire une césarienne. À ce jour, à l'hôpital Dalal Jamm, une dizaine de césariennes ont été faites. Malheureusement, nous avons déploré quand même le décès d'une maman et d'un bébé. Et ce que nous constatons, c'est que les malades viennent consulter tardivement, et ce qui fait que leur état clinique est très sévère au moment de l'admission, avec des images scanographiques qui montrent des atteintes très avancées. À Dalal Jamm également, il y a une consultation post-Covid, parce que tous les malades qui sortent reviennent en rendez-vous, effectivement, non seulement pour un suivi médical, mais également pour discuter avec les travailleurs sociaux dans le cadre de la prise en charge psychosociale. Et avec ce constat fait au Sénégal, la Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et celui des Transports, exige désormais un test de Covid-19 négatif aux voyageurs en provenance du Sénégal. La Tunisie est aussi concernée. Une nouvelle mesure dans le cadre du renforcement du contrôle sanitaire au niveau de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, avec surtout le variant Delta plus virulent. Les voyageurs seront donc testés gratuitement une fois à Abidjan. Ceux testés positifs seront suivis conformément aux procédures de prise en charge des patients Covid-19 en Côte d'Ivoire.
Que ce soit au Sénégal ou dans le reste du monde, le vaccin demeure le meilleur moyen de faire face à la pandémie. C'est pourquoi des membres de la société civile et des acteurs de la santé ont voulu rassurer les plus réticents. L'objectif est d'amener plus de 4 millions de personnes à se faire vacciner. Et s'il y a des complications, elles seront prises en charge. Amadou Diop, président de l'Association sénégalaise des options vaccinales Finova, est avec Pafara Ning et Amadouba. Dans la lutte contre cette pandémie, tout en apportant peut-être un plus en ce qui concerne cette politique vaccinale. Alors celle-ci, bien évidemment, à travers le système d'adhésion qui permet, face à cette réticence de la prise du vaccin, qui, je le rappelle, reste et demeure le seul peut-être principe qui nous permette davantage de nous protéger et de protéger les autres. Donc aujourd'hui nous étions là pour lancer le début des activités à travers notre système qui permet de rassurer la population avec les vignettes. Tantôt je le rappelais, ces vignettes-là vont servir en tout cas à travers son système d'adhésion de pouvoir permettre aux populations d'avoir une prise en charge, étant donné que l'on ne sait pas comment réagit la prise de vaccin chez telle ou telle personne, en vue même de pouvoir éviter à une personne qui peut-être n'aurait pas les moyens de payer une facture salée de l'hôpital. Je pense. Dans le monde sportif, on s'organise également pour participer à l'effort de guerre. C'est le cas de l'ODECAV, Organisation départementale de coordination des activités de vacances de Kaolack, avec une campagne de vaccination au stade Lamine Gueye. Plus de 260 personnes ont reçu leur dose grâce à cette initiative. Le reportage sur place de Pape Mbaye Diao et Fally Gueye. 714, c'est le nombre de cas enregistrés durant cette troisième vague. L'ODECAV décide de vacciner ses membres. Au total, 264 personnes ont pris leur dose lors de cette campagne. Bon, initiative, vraiment, on le salue. On le salue vraiment. Depuis ce matin, on a vacciné plus de 100 personnes. On a vacciné plus de 100 personnes. En une heure de temps, on a vacciné 100 personnes jusqu'à 17 heures. Seule la vaccination peut protéger les populations de cette pandémie, soutient le président de l'ODECAV. De sensibiliser particulièrement la jeunesse, comme je l'ai dit tantôt, espoir de demain, de se faire vacciner. Parce que comme on l'a dit, les techniciens l'ont dit, cette maladie n'épargne personne. C'est une maladie extrêmement grave et que conscient, comme je l'ai dit tantôt, de cette situation, notre part, c'est de faire vacciner les gens. Le président de Nouvelle Vision, collaborateur de l'ODECAV, rassure les populations les plus réticentes. La vie, elle est précieuse. Elle est tellement précieuse que chacun d'entre nous doit prendre sa responsabilité en participant à l'élan collectif de la campagne de vaccination. Cette campagne de vaccination de l'ODECAV de Kaolack élargie à tous a été menée dans le respect strict des mesures barrières. Une autre maladie qui sévit, et surtout pendant l'hivernage, le paludisme. À Sédhiou, près de 600 malades ont été enregistrés au district sanitaire, un nombre qui dépasse de loin celui de l'année dernière, 160. Des habitants sollicitent d'ailleurs l'intervention des services d'hygiène pour un saupoudrage total de la ville. Le reportage de Bakary Conté et Khalid Diamé. En cette saison des pluies, les cas de paludisme se multiplient au district sanitaire de Sédhiou, une situation qui inquiète les autorités sanitaires. Rien que pour cette année, ce premier semestre de l'année 2021, on est à 589 cas de paludisme, dont plus de 10% chez les enfants de moins de 5 ans. Donc par rapport à l'année 2020, au premier semestre de l'année 2020, où on était à 160 cas. Donc vous voyez, on a enregistré une augmentation des cas à hauteur de 80%. Le médecin-chef du district sanitaire de Sédhiou, Dr Diabel Dramé, invite les populations à dormir sous moustiquaires imprégnés. Le fait de dormir sous moustiquaires imprégnés, je pense qu'on ne cessera jamais de le dire. Donc c'est l'un des moyens les plus efficaces de prévention
contre le palu. Et il faut, comme on a l'habitude de le dire, que toute la famille puisse dormir sous moustiquaire imprégné, et ceci durant toute l'année. Les populations sont dans l'inquiétude totale. Elles demandent à la mairie d'organiser des activités de saupoudrage pour éviter le pire. Auparavant, quand on parlait de trop de moustiques, c'était tout simplement la nuit. Mais actuellement, même pendant le jour, on a du mal à s'asseoir sous l'ombre, se mettre à l'aise, parce qu'il y a les moustiques qui nous piquent de gauche à droite. À ce niveau, je demande à l'État, à la mairie, et aux services d'hygiène, d'appuyer les populations en désinfectant la vie ou en procédant au saupoudrage. On a des cas de palu à gogo. Et dans ce cas, nous aimerions vraiment avoir des moustiquaires pour peut-être soulager, même la mairie aussi de nous donner, de nous faire un coup de main, compte tenu aussi du poudrage. Parce que c'est le moment, on en a fort besoin. À Sédhiou, ils sont partout, dans les domiciles, dans les rues, dans les services de l'État. À la mairie, ce sont les moustiques qui vous accueillent à la porte. Les populations demandent au maire et son équipe d'organiser des activités de saupoudrage. Et vous avez suivi hier sur la TFM des habitants de Kaffrine contraints de quitter leur domicile à cause des eaux de pluie. Après le désarroi, place à la colère. Ces sinistrés de Diamaguène Centre, par exemple, en veulent aux autorités. Toujours les mêmes promesses et très peu d'actions. Le reportage de Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Les populations sinistrées de Diamaguène Centre et Kaffrine 2 sont très remontées contre les autorités, qu'elles accusent d'être responsables de leur calvaire à cause des promesses jamais tenues. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. C'est de coutume. Chaque année, ça nous arrive. Chaque année, rien que pour craindre ce qui va arriver. Ce qu'on craint toujours arrive. Jusqu'à 3 heures du matin, nous étions dehors. Nous avons passé la nuit à la Belle Étoile. Ici, à Diamaguène, toutes les maisons sont remplies d'eau. Selon elle, le calvaire a trop duré et les autorités en sont responsables. Mais chaque année, le gouvernement il vient ici avec le képi là, tenu bien beau, pourquoi? Mais alors, mais c'est lourd, mais c'est comme ça. Ah bon, moi je ne savais pas, c'est tout est plein, Ah non, non, dès maintenant on va prendre des mesures. Dès maintenant on va prendre des mesures. Vraiment, ceci, il mérite mes aidants. On va voir. Bon, vieux, ne vous en faites pas. De toute façon, tout ça sera un mauvais souvenir. Bon souvenir. Il faut des promesses. C'est très dur. Chaque année, nous vivons le même calvaire. Certaines familles sont obligées de quitter leur domicile. Ils n'ont qu'à copier sur ce que Idrissa a fait à Thiès. Des digues ont été construites à l'est de la ville et sur la route de Nganda pour retenir les eaux. Mais les inondations continuent de plus belle et les populations disent en avoir marre des promesses. Le gouverneur de la région de Kaffrine s'est rendu sur place et sur les lieux où devront être installés des digues de rétention des eaux. William Manel a voulu rassurer les populations. À la fin des travaux, il ne devrait plus y avoir d'inondation. Nous l'écoutons. Toutes ces eaux se sont malheureusement rassemblées dans les zones les plus basses de la ville de Kaffrine, plus particulièrement au niveau du quartier Diamaguène. Et l'école 5, voilà, qui a la particularité d'être vraiment en point bas, recueille vraiment la majorité de cette eau-là. Ce qui fait que vraiment nous avons eu à constater sur place, en tout cas, que les équipes des sapeurs et de l'ONA sont à pied d'œuvre. Nous avons aussi visité les sites de convergence des eaux et les sites également d'évacuation, comme le site de la route de Nganda, mais également les digues qui servent un peu à recueillir l'ensemble des eaux par rapport en tout cas au processus. Actuellement, voilà, nous sommes en train de faire le travail nécessaire pour l'évacuation de ces eaux. Direction le Nord, les travaux de la brèche de la langue de Barbarie vont démarrer le 15 août dans une semaine. C'est une annonce de l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, par ailleurs membre de l'APR à Saint-Louis, Babacar Gaye. D'après Babacar Gaye, les travaux arrêtés par l'entreprise chinoise seront confiés à une société belge. On l'écoute avec Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est une visite de chantier. Nous sommes dans la langue de Barbarie. Le gouvernement a investi des centaines de milliards. Aujourd'hui, il y a la construction du mur de protection.
L'avancée de la mer a fait des dégâts énormes. L'avancée des travaux, comme l'a rappelé M. le maire, ce mur de construction ira jusqu'au cimetière de Tchakandjaï. Donc c'est l'occasion pour nous également de remercier les autorités. Dire également aux habitants, aux pêcheurs de la Langue de Barbarie que les travaux de la brèche vont reprendre le 15 août. Vous n'êtes pas sans savoir que les travaux ont démarré, mais il y a eu un incident. Les Chinois qui avaient en charge ces travaux sont partis parce que voilà, il y a eu des manquements à leur niveau. L'État avait fait tout ce qu'il devait faire. Et heureusement pour les pêcheurs, heureusement pour les habitants de la Langue de Barbarie, une entreprise belge va reprendre les travaux le 15 août, Inch'Allah. Les épreuves du second tour du baccalauréat général ont débuté ce matin. Nos reporters se sont rendus au lycée mixte Maurice Delafosse. 230 candidats sont concernés par les examens et la suite ce sera lundi. Cher Diop et Youssou Baro, reportage. En pleine concentration, ils se penchent sur les épreuves du second tour du baccalauréat. Nous sommes au lycée mixte Maurice Delafosse. Bon, ça se passe très bien. Depuis ce matin, ils ont pu enlever leurs épreuves assez tôt quand même, vers 7h20, 7h25. Donc les candidats se sont présentés, bon, les surveillants également attendent. Depuis 8h donc ils composent. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ont même entamé la deuxième épreuve de la matinée. Pour l'acte 2, 3 épreuves au menu pour évaluer les candidats. Le choix entre 2 dominantes et une non dominante à reprendre. J'ai choisi la philosophie, la science physique et AG. La philosophie, c'est abordable, à mon avis. Ils sont au total 230 candidats répartis entre 2 jurys dans ce centre. Pour le jury 17-34, ceux qui sont admissibles, ils sont 93 et en L'1 et 14 en S2. 17-35, ils sont 65 en L'1 et 58 en L2. Second tour du bac, 2 jours de composition avant de savoir les candidats qui seront admis au baccalauréat 2021. Bonne chance à ces candidats et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM pour la suite des programmes. Bonne soirée, au revoir.